Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau mercredi produit. L'idée, c'est de faire des zooms sur des fonctionnalités qui sont déjà sorties dans nos solutions ERP et CRM. Aujourd'hui, on va parler finance avec Benjamin et notamment de la fonctionnalité qui s'appelle intersociété ou intercompagnie. C'est comme ça que c'est documenté dans l'application. Tu peux changer le slide. En deux mots, Benjamin, si tu peux te représenter, même si ça fait quand même déjà plusieurs webinaires qu'on fait ensemble. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Donc, Benjamin Hedel, je suis product manager sur la partie finance. Et donc, mon métier, c'est d'apporter une solution sur le domaine particulier, les métiers de la comptabilité, de règlement, de la comptabilité analytique également, dans le RP d'Ivalto pour que voilà, on puisse apporter une solution à nos utilisateurs qui soit la plus optimisée. Et moi-même, Christian Dino, donc je suis directeur produit en charge de l'innovation chez Divelto et également en charge de l'information produit. Et le sommaire donc d'aujourd'hui, on va faire une introduction comme d'habitude avec Benjamin pour resituer la fonctionnalité, les objectifs, à qui s'adressent en fait ces fonctionnalités-là. On fera une démonstration, une description des fonctionnalités, puis tout au long de ce webinaire, vous pourrez poser vos questions. Et donc, dans vos questions, vous pourrez utiliser de l'outil qui est tout en bas de Livestorm qui s'appelle questions. Je répondrai ou à certains moments, j'aménagerai des temps de réponse pour Benjamin pour qu'il puisse répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas tout au long à les poser. Également, on va commencer par un premier sondage. Donc, je le publie. Normalement, ça doit s'afficher sur votre écran. La question est tout simplement, est-ce que vous avez déjà utilisé les fonctionnalités intersociété ou intercompagnie? Donc, vous pouvez répondre oui ou non, ou éventuellement, si vous êtes en cours de déploiement ou en cours de test de ces fonctionnalités-là, répondre avec la réponse du milieu. Donc, je vais regarder les réponses au fur et à mesure. Je sais qu'il y a quelques partenaires qui sont connectés, donc eux, je leur demanderai de pas forcément voter là-dessus, mais par rapport à vraiment les utilisateurs de l'ERP de Divalto. Donc, je vois qu'il y a quand même que 25%, alors quand même 25% qui utilisent la fonctionnalité, à peu près autant qui disent que c'est en test et une grande majorité, quasi 50%, qui disent non, qui n'utilisent pas encore la fonctionnalité. Donc, ça va être sans doute une grosse découverte pour vous. On va vous présenter ce détail-là. Je laisse la main donc du coup à Benjamin. Parfait, merci beaucoup, Christian. Alors, on va démarrer le sujet avec une brève introduction pour redonner un petit peu de contexte sur ce qu'on va étudier durant cette petite heure. Donc, ce qu'on constate maintenant depuis un certain nombre d'années, c'est une certaine montée en puissance des groupes de sociétés. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui existe depuis voilà, quelques décennies maintenant, si on entend groupe de sociétés au sens large, notamment multinationales. Mais plus particulièrement, c'est aujourd'hui des petites entreprises qui peuvent parfois, effectivement, avoir constitué un groupe de plusieurs petites filiales. Et donc, on n'est plus forcément sur des entités très importantes. Néanmoins, on a cette demande de pouvoir réaliser des flux entre filiales d'un même groupe qui vont dès lors se vendre des produits ou des prestations en interne, ce qui va donc générer ce qu'on a appelé ces fameux flux intersociétés ou flux intercompagnie dans le produit. Donc ces fameux flux, ils ont des caractéristiques. La première, c'est qu'ils peuvent parfois s'avérer complexes, mais surtout chronophages, puisque on se rend compte que quand on vend d'un côté d'une filiale et que de facto on va acheter dans l'autre, eh bien, il y a une ressaisie d'informations qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, mais aussi que finalement ces flux intersociétés, ils permettent et ils nécessitent d'avoir une vision globale pour estimer la performance du groupe et non plus forcément des sociétés individuelles. Donc, les objectifs de la fonctionnalité qu'on va vous présenter, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est la simplification. Comme je le disais précédemment, on est finalement entre deux opérations internes
avec une ressaisie qui nécessite peu de valeur ajoutée, un risque d'erreur, et donc, in fine, une perte de productivité, mais aussi en termes d'identification, puisque dans le cadre de l'analyse de cette performance globale au niveau du groupe, eh bien, on a besoin d'identifier justement ces flux pour pouvoir derrière les retracer et, dans le cadre d'une consolidation, également les retraiter en interne. Donc, on a finalement ces deux besoins-là, simplification par le biais d'automatisme opérationnel, et c'est la démonstration qui va vous démontrer cela, et puis un besoin d'identification pour justement faciliter le suivi de ces flux et l'établissement des relations entre filiales. Alors, à qui s'adresse ce que nous allons observer aujourd'hui? Comme toujours, hein, finalement, en fonction des organisations, ça va dépendre de la structuration des profils comptables internes. Donc, selon qu'on va être sur un service comptable développé avec des profils un petit peu spécialisés, un comptable fournisseur, un comptable client, un trésorier, qui eux vont plutôt s'orienter sur la partie opérationnelle, hein, donc vraiment les flux de traitement, et potentiellement donc le comptable général ou le DAF qui vont être eux plutôt intéressés sur la partie identification dans le cadre de la consolidation, comme je le disais précédemment, pour agréger les données financières et établir finalement une comptabilité au niveau groupe. Alors les fonctionnalités, on va les voir dans quelques minutes, elles sont de deux ordres. Premier ordre, une évolution qui va se présenter sous le biais d'un programme particulier. On va le voir, ça a un avantage assez certain, ce que je vais vous démontrer, c'est que finalement, d'un point de vue opérationnel, on utilise des programmes qui sont plutôt existants. Et donc, il n'y a pas forcément besoin de formation spécifique sur le sujet. Néanmoins, on va voir que en termes de suivi, on va avoir cette nouveauté qui va être intéressante. Et on a également une amélioration de l'existant, donc plus particulièrement sur ce qui concerne les programmes de consultation côté comptabilité et règlement, qui vont permettre d'identifier ces fameux flux intersociétés, encore une fois, pour faciliter le suivi de manière générale. Alors, une précision avant que je passe à la diapo suivante. C'est une évolution qui est réalisée à partir de la version 10.11. Là, on entend vraiment sur la partie finance et qui s'adapte uniquement aux environnements qui utilisent le mode fusion. Donc pas l'ancien système avec les règlements via les effets et ainsi de suite. Alors, on va démarrer la démonstration. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais apporter un petit peu de contexte. C'était important pour que, voilà, dans les explications, on puisse un petit peu tous s'y retrouver, parce qu'on peut vite s'y perdre. Donc là, j'ai fait finalement un schéma récap du contexte, où on va avoir donc un groupe avec deux filiales, une filiale vendeuse, en l'occurrence la société Les Artisans Boulangers, qui est matérialisée d'un point de vue du produit dans le dossier 996. Et on va avoir une filiale acheteuse, qui est la société Papyrus, qui est matérialisée dans le RP par le dossier 998. Alors, sur le côté facturation, donc c'est la première ligne, donc côté commerce et logistique, la partie intercompagnie existe déjà depuis un certain temps, depuis la version 10.4. Et donc, c'est un système qui permet de générer automatiquement la facture d'achat. C'est-à-dire que dès lors que la société vendeuse génère la facture de vente à destination donc, du dossier 998, la mécanique depuis la version 10.4 côté commerce et logistique permet de générer automatiquement la facture d'achat dans le dit dossier 998. On a ensuite la phase de comptabilisation qui, elle, reste naturelle dans chacun des deux dossiers. Et on a cette fameuse phase de règlement, c'est l'évolution qu'on a réalisée à partir de la version 10.11, qui finalement reprend un peu la même schématique que la facture, c'est-à-dire qu'on va réaliser le décaissement à partir de la société acheteuse et on va générer automatiquement l'encaissement dans la société vendeuse. Donc finalement, dans ce schéma-là, ce qu'on observe, c'est qu'au niveau de la saisie pure et simple,
Les éléments qui sont en orange sont du domaine de l'utilisateur. Les éléments qui sont en gris sont traités en automatique par le produit. Voilà. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet en me connectant à Divalto. Donc là, pour précision, je suis sur une version 10.12. Alors, je vais peut-être mettre un peu plus grand parce que je vois que c'est peut-être un peu petit chez vous. Paf. Là, du coup, dans la version 10.12, il est sur une version portée par Divalto One. Hein, donc dans les dernières offres de Divalto, vous le savez, il y a, si vous êtes encore sur les technologies qui sont on-premise installées chez vous, vous êtes sans doute sur l'application dite du client léger. Et là, il est en mode web, hein, même si on est en plein écran, on dirait une application, mais il est dans un navigateur web. Et donc, dans la dernière version 10.12 qui est sortie et qui est en release depuis mai de l'année dernière, et la prochaine version qui sort, c'est la 10.13, pour le coup, fin novembre. Donc voilà, c'est une version donc, qui est déjà sortie de l'ERP. Juste, je passe la question, François me posait une question, est-ce que les fonctionnalités sont opérationnelles pour des filiales dans des pays étrangers? Donc, je suppose que, alors je vais poser la question, mais je n'ai pas eu la réponse, je suppose que les filiales sont gérées dans des dossiers. Est-ce qu'il y aurait une particularité Alors, en termes de particularité, non, on gère tout ce qui va être devises, taux de change éventuel, si jamais les flux sont gérés en devises. Donc, en soi, non, il n'y a pas de problématique. Sauf si vous utilisez une compta du coup étrangère et pas celle qui est à l'intérieur de Divalto, d'où ma question que je vous ai renvoyée, François. Ok, je te laisse poursuivre. Parfait. Alors, on va démarrer sur donc la société Papyrus. Alors, j'ai passé la partie facturation parce qu'encore une fois, c'est une fonctionnalité qui est assez ancienne, sortie en version 10.4, qui est moins notre sujet. Là, on va vraiment se concentrer sur la partie entre guillemets, finance et plus particulièrement règlement. Donc, les factures existent déjà. On a la facture de vente qui a généré la facture d'achat. J'ai proposé un certain nombre de cas qu'on va voir ensemble. Donc là, je suis finalement dans la société acheteuse qui va réaliser le décaissement et on va voir la génération automatique de l'encaissement et bien sûr tout ce qui va avec derrière, le suivi notamment, et aussi un cas un petit peu différent de virement de trésorerie qu'on dénomme souvent sous la dénomination de cash pooling pour générer voilà, les flux de trésorerie intergroupes. Donc, dans ma société acheteuse, j'ai mes factures qui sont générées et je vais donc procéder à mes décaissements. Et là, vous allez voir effectivement une chose qui va être intéressante, comme je le précisais, c'est que finalement, pour l'utilisateur, c'est pratiquement, comment dirais-je, étanche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme particulier à utiliser. On reste sur les programmes de règlement classiques. Là, je vais faire un règlement par le programme de saisie des décaissements basiques. Ça marche aussi par les décaissements multifournisseurs, si d'aventure des clients utilisent plutôt ce traitement-là. Donc là, depuis mon dossier 998, ma société donc acheteuse, je vais aller récupérer les éventuelles factures qui existeraient auprès de l'autre filiale 996. Alors, vous voyez que ici, dans ma codification, j'ai simplifié les choses pour bien identifier qui était acheteur, qui était vendeur avec mes numéros de dossier. Donc là, je trace l'ensemble des factures internes qui existent par rapport à cette filiale. Et donc, je vais procéder à la mise en paiement de ces factures. Donc, on va commencer par du très simple. On va faire le paiement d'une facture totale. Vous voyez qu'on garde éventuellement les notions de gestion des bons à payer également pour ces traitements-là. Donc, je valide. J'ai le traitement basique qui me demande de déterminer quel va être le flux de traitement de règlement. Donc là, je vais réaliser un virement auprès de ma filiale. Il me récupère l'ensemble des éléments comme à l'habitude. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que vous connaissez de manière historique sur ce programme-là. Je définis ma banque de paiement et je valide. Alors, ce que vous observez là, et c'est pour ça que j'ai précisé qu'on était sur une 10-12, c'est que vous voyez déjà une amélioration qui existe en 10-12 par rapport à ce qu'on présente aujourd'hui précisément. C'est la génération automatique des bordereaux. C'est que quand j'ai validé mon opération, il m'a immédiatement généré donc, mon bordereau bancaire. Donc là, c'est un fichier que j'aurai à déposer auprès de ma banque.
avec éventuellement l'impression que je pourrais garder de mon côté. Ça, c'est une évolution de la 10-12. C'était une petite parenthèse, mais c'était pour expliquer le traitement qui se fait finalement de manière automatique. Voilà, donc j'ai réalisé mon décaissement. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est vraiment quelque chose de très transparent à ce que vous connaissez de l'historique du produit. Là où on va avoir la vraie évolution donc, sur cette fameuse finance intersociété, intercompagnie, c'est l'arrivée d'un nouveau programme qu'on a appelé Trace des règlements intercompagnie et qui va être vraiment intéressant parce que ce programme-là, hop, je le mets en grand, voilà. Ce programme-là, c'est un programme qui centralise les différents flux de règlements entre les sociétés. Et il a un gros avantage, c'est qu'il vous permet, à partir de cette coque-là, de changer de société sans avoir finalement à passer par le changement classique de l'ERP. C'est-à-dire qu'ici, donc, on voit une transaction d'origine. Donc, la transaction d'origine, c'est le dossier 988, l'acheteur. Donc, le décaissement, qui a généré une transaction de destination, donc la transaction d'encaissement, sur le dossier 996. Donc, déjà là, j'ai la confirmation qui m'a bien généré l'encaissement dans la filiale réceptrice, si j'ose dire. Mais l'autre avantage ici, c'est comme je le disais, on peut accéder directement par les boutons qui sont en haut sur les deux transactions des deux sociétés. On n'est pas obligé de sortir de la société A pour aller ensuite sur la société B et vérifier que tout s'est bien passé. On a bien accès à la transaction d'origine, donc le décaissement, qui permet de s'assurer non seulement de la mise en paiement d'une part, mais également de la génération de l'écriture et du lettrage. Donc tout le traitement de règlement suit derrière, évidemment. Donc ça, le décaissement s'est bien passé. C'était, entre guillemets, presque naturel. Par contre, la transaction de destination, c'est-à-dire l'encaissement qui a été généré automatiquement, on va aller quand même s'en assurer. Donc, vous voyez, là, j'ai changé de société. Je suis sur les artisans boulangers. Donc, je suis sur la société vendeuse. Je n'ai pas eu besoin de rentrer et de ressortir. J'ai accès directement à la transaction qui me permet de confirmer qu'elle a bien été générée et que de la même manière, l'écriture d'encaissement a été réalisée avec, bien sûr, là aussi, le lettrage. Donc ça, c'est un cas de figure qui me permettait de présenter assez simplement la fonctionnalité dans sa globalité. Maintenant, on va aller un peu plus loin et on va réaliser, par exemple, un règlement partiel en précisant que, si je reviens donc à mon dossier, pardon, hop, je vais revenir ici, tac, tac, je vais reprocéder à la mise en paiement de mes factures. Je vais prendre plusieurs factures et je vais faire un règlement partiel. Donc, je reviens, je fais mon décaissement comme à l'habitude. Je sélectionne donc mon fournisseur qui représente ma filiale acheteuse, vendeuse plutôt. Je sélectionne mes deux règlements et on va dire que je fais un paiement partiel ici. Donc, on est à quoi 2000, on va dire, voilà, on fait 2000 €. Alors, on est sur cette facture-là, je vais plutôt mettre 1500. Voilà. On paye 1500 sur les 1800. Je finalise mon règlement, donc je vais faire un virement. Je renseigne ma banque. Et jusque-là, pas de problème. Encore une fois, il me fait la comptabilisation directement. Donc, je vais aller rechercher ma trace des règlements intercompagnie pour aller vérifier que tout s'est bien passé. Donc, on observe ici qu'effectivement, j'ai ma transaction d'origine qui a été réalisée, que j'ai bien une transaction de destination. Donc, déjà là, le règlement, ou plutôt la génération de l'encaissement, s'est bien passé. Je vais aller vérifier dans ma transaction d'origine si côté compta, il a bien réalisé également les écritures qui vont bien. Et donc, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un virement de 3612, puisqu'on avait payé la première facture en totalité et que 1500 sur les 1800 de la première. Donc, on voit qu'on a un reste de 300 € par rapport à la facture que j'ai réglée partiellement. Il m'a généré l'écriture de trésorerie et un lettrage partiel. Évidemment, quand je mettrai en paiement le solde de la facture restante, là, il me fera le lettrage définitif.
Et donc, si je vais voir la transaction de destination, donc dans l'autre dossier, donc la partie encaissement, eh bien, tout simplement, on va constater la même chose, c'est-à-dire la réception, effectivement, des 3 600 €, le reste à payer des 300 € donc, par rapport à la facture de 1 800, la génération de l'écriture, le lettrage partiel. Tout cela est fait de manière naturelle par le module règlement. Je précise une chose par rapport à ce cas de règlement partiel, c'est que, évidemment, on gère aussi tout ce qui est traitement divers de règlement. C'est-à-dire que si je reviens sur mon programme de mise en paiement, donc lorsque je vais préparer les décaissements, on retrouve, alors juste pour activer les boutons pour que ce soit bien lisible, on retrouve bien sûr l'ensemble des traitements divers de règlement, comme les escomptes, les opérations diverses, les différences de change, et ainsi de suite. Et tous ces traitements divers sont pris en charge. C'est-à-dire que si je vais réaliser la mise en paiement avec un escompte, il va me générer effectivement l'écriture de trésorerie, il va me générer l'OD d'escompte, et sur la partie encaissement, il va me générer l'écriture de trésorerie pour uniquement le montant réglé. Il ne va pas me générer la totalité de la facture, bien évidemment, uniquement ce qui a été mis en paiement donc par rapport à l'écriture de trésorerie. Donc l'ensemble des fonctionnalités que vous avez en haut de traitement divers de règlement est actif et exploitable pour, là aussi, si vos flux entre filiales nécessitent de réaliser ce type d'opérations un peu diverses, vous puissiez également les exploiter. Voilà, donc ça, c'était un cas que je voulais montrer effectivement sur la partie règlement, règlement d'une facture totale, règlement d'une facture partielle. On a également, comme je viens de le préciser, les traitements divers qui sont actifs. Et ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est le troisième cas. C'est un cas, donc, comme je l'ai un peu évoqué déjà précédemment, le cas de cash pooling. C'est-à-dire que je vais réaliser finalement un flux de trésorerie pur, donc sans facture préalable, sans éléments, voilà, c'est une avance de trésorerie d'une filiale à une autre, et générer là aussi la comptabilisation qui va avec. Alors, juste avant que tu bascules, j'ai une question. Est-ce qu'on peut utiliser donc, cette partie finance intersociété, mais sans la GESCOM? Ou est-ce qu'il faut forcément avoir des pièces avant? Alors, on peut tout à fait l'utiliser sans la GESCOM parce qu'on part sur la partie fusion. Donc, si jamais on a les écritures comptables d'achat-vente qui sont présents dans les dossiers concernés, on va avoir les échéances qui apparaissent dans les mises en paiement et mises en encaissement. Et à ce moment-là, ça marche de la même façon. Il n'y a pas forcément effectivement de lien avec une pièce commerciale. Ça marchera aussi avec des écritures comptables pures. D'accord. Voilà. Voilà, donc ce que je souhaitais vous montrer ici dans la démonstration, donc au-delà de la mise en paiement d'éléments existants comme une facture ou une écriture, la précision est importante, c'est vrai, c'était donc ce fameux virement de trésorerie que je vais vous montrer. Alors pour le virement de trésorerie, là, on est sur un cas où on va utiliser un autre tiers. Alors pour celles et ceux qui connaissent cette particularité, l'autre tiers, c'est finalement un élément d'identification qui me permet d'impacter un compte général. Quand j'utilise un client fournisseur, je vais être plutôt sur un compte auxiliaire, donc un compte C ou compte F selon la codification. La notion d'autre tiers, elle vous permet d'impacter finalement un compte généralement de la classe 4, et ça va être notre cas ici présent, puisque dans le cas du cash pooling, au niveau de la comptabilisation, on va plutôt être sur un compte 451, on ne va pas passer par un compte auxiliaire qui, derrière, va générer éventuellement des impacts sur gestion des tiers, et ainsi de suite. Donc, dans le cadre du cash pooling, où je vais faire un virement de trésorerie pure, je vais utiliser donc un autre tiers, donc, que j'ai appelé un tiers interne dossier 996. Et comme je ne pars pas d'un élément existant, c'est-à-dire d'une pièce de type facture ou d'une écriture, je vais réaliser un règlement divers. Donc c'est vraiment, là, je fais un paiement immédiat à destination de ma filiale. Alors on va partir sur, admettons, 5 000 €. Donc je mets en paiement les 5 000 €. Ici, je reprends mon flux classique de traitement de décaissement. Donc, je vais réaliser un virement, je définis ma banque avec laquelle je vais
procéder au paiement. Je valide. Il me génère les bordereaux. Donc là, pareil, ça peut être le bordereau de fichier à déposer auprès de ma banque. Ça va être le bordereau d'impression également. Voilà, donc là, vous voyez, il m'a généré l'ensemble des éléments à chaque fois. Si je reviens, donc, je valide. Et donc, je vais retourner sur ma trace des règlements intercompagnie pour observer ce qu'il a réalisé et confirmer que, un, il a bien généré l'encaissement de ce flux de trésorerie et deux, vérifier les écritures comptables. Donc, dans mon flux de transaction d'origine, donc c'est-à-dire la partie décaissement, on va vérifier ce qu'il a réalisé. Donc, on va observer, comme toujours, la partie transaction pure, donc effectivement la mise en paiement des 5 000 € comme à l'habitude, mais également la génération de l'écriture comptable. Donc, c'est là où vous voyez l'impact de l'autre tiers, c'est qu'ici, je ne passe pas par un compte auxiliaire, j'impute directement le flux sur un compte de la classe 4, qui est un compte de classe normale, si j'ose dire. Donc, ça me fait une écriture du 451 vers le 512. Et de la même manière, sur la filiale qui va réceptionner les fonds, si je retourne sur ma trace, je vais aller observer donc la transaction de destination et donc constater qu'il a bien réalisé effectivement cette transaction de 5 000 € avec l'écriture ici. Donc de la même manière, 451 vers le compte 512, bien sûr en sens inverse par rapport à la réception des fonds. Voilà. Donc on peut également réaliser ces flux de trésorerie internes donc entre sociétés d'un même groupe par le biais de cette fonctionnalité-là qui va vous permettre d'automatiser finalement les opérations et éviter cette fameuse ressaisie. Voilà, donc ça, c'est la partie, j'ai envie de dire, très opérationnelle. Donc, hormis ce nouveau programme de trace des règlements intercompagnie qui a ce bénéfice de centraliser les flux et également d'y accéder sans avoir à changer de dossier, finalement, l'ensemble du flux de traitement est quasiment sans impact. Ça reste une mise en paiement, donc un décaissement que vous allez réaliser de la manière assez classique, en précisant que vous pouvez aussi faire des traitements de masse, c'est-à-dire que bien sûr, vous pouvez réaliser la mise en paiement de plusieurs pièces en même temps, mais vous pouvez aussi réaliser la mise en paiement de pièces qui sont internes et de pièces qui sont externes. C'est-à-dire que si vous faites des décaissements de masse, par exemple une fois par mois, vous réalisez l'ensemble de vos virements pour vos différents fournisseurs, le système permet de gérer aussi bien dans une même transaction de décaissement des factures qui seraient à destination de filiales et des factures classiques à destination de fournisseurs. C'est au moment où il va générer les transactions et faire la comptabilisation que là, il va faire des ruptures pour assurer la comptabilisation de chaque partie et notamment des flux intercompagnies. J'ai deux petites questions là. Sur le second sujet, est-ce que tu as une précision que c'est un flux de trésorerie là, notamment? Alors, ça va être dans le code, entre guillemets, qu'on va définir cela. Si je reviens F11 dans la mise en paiement, tac, décaissement, préparer tous les règlements ici. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être oublié de le faire quand j'ai réalisé l'opération, mais je vais vous montrer ça. C'est le flux de trésorerie, donc c'est plutôt le I00 996. Donc, si je oui, pardon, ça vient de l'autre tiers, c'est mieux comme ça. Voilà, donc si je me remets dans le schéma du flux de trésor, quand je fais mon règlement d'hiver, admettons 1 000 €, quand j'arrive en bas, je fais mon V50, et quand je mets mon V50, et c'est vrai que maintenant que j'y pense, je pense que j'ai oublié de le faire avant, c'est ici que vous allez définir qu'il s'agit d'un virement de trésorerie. Voilà. Quand je valide l'opération. Ça sera visible sur le. Ça sera visible, on va le voir en fait. Tac, là, il me génère du coup effectivement l'impression et le fichier qui sera déposé auprès de la banque. Voilà, là, je suis sur mon fichier de trésor et qu'est-ce qu'on voit? On voit le code 0376 qui correspond en fait, alors qu'ici, on était sur un compte 0302 qui permet de déterminer qu'on est sur un flux de trésorerie alors que le compte 0302 va être sur un flux type normal.
voilà, c'est les balises qui sont constituées dans le fichier bancaire qui vont permettre à la banque de définir qu'on est sur effectivement un flux de trésorerie. Mais il faut bien penser, et je pense que j'ai oublié de le faire précédemment, il faut bien penser à changer le type de virement au moment où on réalise le décaissement. Et du coup, là, il y avait une autre question de Claire. Alors, je reviendrai à cette première question, mais c'est là, si on a deux comptes courants pour une même société, classique, compte courant, intégration fiscale, donc deux comptes 451 différents, on peut faire aussi. Alors, on peut faire aussi. Par contre, il faudra du coup distinguer les deux comptes autres tiers. C'est-à-dire qu'il faudra faire un compte autre tiers I 451.1 peut-être et un I 451.2. Voilà, il faudra effectivement avoir deux autres tiers avec chacun les comptes comptables concernés pour pouvoir du coup distinguer lequel de ces comptes on va faire le règlement. Ok, et donc il y a une autre question, mais ça on reviendra un peu plus tard, c'est les éléments de paramétrage qu'il pourrait y avoir pour dire qu'on est en intercompagnie, qu'est-ce qu'il y a à faire, est-ce qu'il faut lier les dossiers entre eux, ce genre de choses. Ouais. Voilà, très bien. Alors, je finis effectivement sur la partie démonstration, parce que là, on a vu encore une fois le côté très opérationnel. Comme je le disais, il y a un élément, un autre besoin qui nous a été exprimé, c'est l'élément d'identification, notamment pour les DAF qui souhaitent, dans le cadre de leur consolidation, identifier ces fameux flux intercompagnies. Et donc, on a finalement deux visions. La vision sur la partie règlement, alors qui se présente de manière assez simple. Je vais reprendre ma trace des règlements intercompagnies. Et donc, quand on est dans les transactions, on observe effectivement un indicateur. Ici, c'est une petite maison qui permet d'indiquer que voilà, ce règlement constitue finalement un élément de traitement intercompagnie. Donc, j'ai procédé à un règlement auprès d'une autre filiale. Voilà. Un flux classique n'aura pas cet indicateur-là. Ça vaut évidemment pour la transaction d'origine, mais bien sûr, si je vais dans la transaction de destination, je vais retrouver cette information de la même manière. Voilà. Donc le système, déjà au niveau des transactions côté règlement, il va vous donner cette indication-là. Maintenant, évidemment, règlement ne suffit pas à observer cette information. En plus, il faut aller sur la transaction dédiée pour l'observer. Ce qui va être intéressant, c'est surtout sur la partie comptable. Et donc, sur la partie comptable, je vais ouvrir notamment, est-ce que je l'ai ici? Je peux ouvrir par exemple l'interrogation comptable. Je vais ouvrir l'interrogation comptable. Bien sûr, si je vais consulter mon compte F00 996 0, hop, avec une date plus générale, ça ira mieux. Voilà. J'ai également l'indicateur sur les écritures qui sont concernées par ces fameux flux intercompagnies. Alors, bien sûr, c'est sur l'ensemble de l'écriture. Là, j'ai pris le tiers. Si je prends le compte 512.1, je crois que c'était ma banque. Hop, je vais tout charger et trier, ce sera plus simple. Hop. Voilà. Également, sur le compte 512, je vais retrouver cette information-là. Donc, tous les comptes qui sont liés à une écriture, c'est vraiment au niveau de l'écriture qu'on vient mettre cet indicateur, eh bien, on va avoir cette trace-là. Donc, ça vaut, encore une fois, sur l'interrogation comptable, mais on peut l'avoir sur la liste des écritures. Et là, on va le voir vraiment de manière très claire. Hein. Ici, voilà, on a des flux de type intercompagnie qui sont identifiés ici. Et pour préciser, cet indicateur, il s'active dès lors que dans mon écriture, j'ai un tiers intercompagnie qui est identifié. Donc ici, par exemple, le 996, dès lors que j'ai ce compte de tiers qui est mouvementé, alors je suis en flux intercompagnie. Et pourquoi j'apporte cette précision? Parce que ça ne tient pas lieu forcément à l'utilisation d'une des fonctionnalités de type intercompagnie, c'est-à-dire la génération de factures ou la génération de règlements. Si vous faites une écriture comptable manuelle directement donc, dans votre saisie qui référence donc, un de ces tiers intercompagnie, c'est-à-dire un tiers qui représente une filiale, le système va la considérer comme étant une écriture de type intercompagnie. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça prend l'ensemble des cas de figure. Ça vous prend les écritures qui viennent d'achat-vente, sur les factures notamment. Ça vous prend les écritures qui viennent de règlement
par la présentation des décassements et des encaissements qu'on vient de voir, mais ça vous prend également en compte les saisies d'écriture directe. Donc, avec cette mécanique, finalement, on retrace l'ensemble des flux qui sont de ce type intersociété, donc flux entre filiales. Voilà sur la partie identification. Je vérifie juste. Tac, explorateur de transactions, je vous l'ai montré également. Voilà, donc on a vu la partie opérationnelle, on a vu la partie indicateur. Donc en termes de paramétrage, il y a plusieurs choses effectivement à activer. Il y a déjà l'activation de l'intercompagnie au sens général. Et ça, c'est quelque chose qui se fait au niveau du dossier de la gestion commerciale. Alors ça, c'est un petit rappel parce que c'était de toute façon le cas avec l'intercompagnie côté commerce. Hein. C'est vraiment une fonctionnalité qui nécessite, qui a besoin d'être activée pour que n'importe quel traitement fonctionne de type intercompagnie. Donc, je vais ici dans mon fichier organisation dossier. Donc, vraiment la première des étapes à réaliser, c'est dans la partie expert, ce qu'on appelle les tables communes. Vous avez donc dans les tables communes cette case à cocher là. Si vous ne cochez pas cette case-là, vous ne pourrez de toute façon pas faire d'intercompagnie côté commerce et évidemment pas d'intercompagnie côté règlement et comptabilité, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier élément de base à réaliser. Ensuite, vous avez dans le menu administration, au niveau du module intercompagnie, les différents paramètres qui existent. Et c'est là où vous allez notamment déterminer quels vont être les liens entre les sociétés, les flux que vous voulez réaliser ou pas. En l'occurrence, pour ce qui concerne plus la finance, je vais me concentrer vraiment sur cette partie-là parce que c'est notre sujet du jour. On a un zoom, donc une fiche qui permet de déterminer le lien entre un dossier et les tiers. Donc, si je reviens ici dans une vision plus globale, on a déterminé quoi dans le paramétrage qui existe de base aujourd'hui dans l'ERP. On est venu indiquer que dans le dossier 996, finalement, on avait identifié les tiers de type ici client, mais également fournisseurs et internes, pour le cas du cash pooling, qui vont faire le lien avec le 996. C'est-à-dire que quand je suis sur mon dossier acheteur, dès lors que je fais un règlement où je vais référencer l'un de ces tiers-là, donc que ce soit le I996, le F996 ou le C996, je sais, ou plutôt le système sait, qu'on vient parler du dossier interne 996. Et c'est d'ailleurs par cette mécanique-là qu'il identifie qu'on est sur un flux, ou plutôt sur une écriture de type intercompagnie. C'est comme ça qu'il met l'indicateur. C'est parce que dans l'écriture, il voit un de ces tiers-là qui comprend que le système est de type intercompagnie et fait référence à une filiale. Et donc, de la même manière, côté dossier 998, je vais référencer ces mêmes tiers-là. C'est-à-dire que, alors, vous voyez ici, c'est légèrement grisé parce que je suis sur le dossier en question, que le dossier 998, il représente pour un flux de type cash pooling le tiers I998, pour un flux de décaissement le F998, pour un flux d'encaissement le C998. Voilà. Donc ici, on vient finalement faire les liens entre la notion de dossier, la notion de tiers, et on a ensuite ce qu'on appelle les flux. Donc si je reviens dans la partie administration intercompagnie et donc la notion de flux, c'est dans ce programme-là qu'on vient indiquer quels sont les flux qu'on veut gérer en génération automatique de la partie intercompagnie. Donc, dans cette vision, qu'est-ce qu'on vient indiquer? Alors, là, il y a une partie commande, je ne vais pas m'orienter dessus parce que je la maîtrise beaucoup moins, c'est moins mon domaine. En l'occurrence, il y a également ici un paramétrage qui existe sur la partie facture. Et bien là, on vient faire le lien entre justement ce côté origine et destination. Donc, sur la partie facturation, par exemple, on a paramétré un flux qui permet de dire que lorsque je fais une facture dans le dossier 996 qui concerne le client C998, donc le fameux dossier 998, alors
on attend en destination qu'il génère une facture de type fournisseur dans le dossier 998 qui va référencer le tiers F996. Voilà. Ici, on est finalement dans la console de paramètres automatiques qui vient déterminer qu'à partir de telle origine, de tel déclencheur, on attend qu'il génère tel résultat. Pièce d'origine, c'est le déclencheur. Pièce de destination, c'est le résultat. De la même manière, côté règlement, on vient déterminer que lorsque je fais un décaissement dans le dossier 998 qui est de type V50, alors j'attends dans le dossier destination, donc par exemple le 996, eh bien, le même type d'élément, sauf qu'ici, on va être sur un virement reçu et non pas sur un virement émis. Voilà. Donc, cette console, elle va être extrêmement importante parce que c'est celle-ci qui vous permet de générer automatiquement le flux miroir, si j'ose dire, entre la partie acheteuse et la partie vendeuse. Voilà. C'est globalement les seuls paramètres qui sont nécessaires pour activer cette partie intercompagnie. 3 questions. Alors, la première, est-ce qu'il y a un tableau de synthèse permettant de vérifier rapidement la réciprocité des comptes interco entre les sociétés du groupe? Non. Non. Aujourd'hui, on n'a que la console qui permet effectivement de rassembler les flux pour s'assurer que le flux a bien été traité et qu'il y a eu la partie comptable qui a été générée. Maintenant, on n'a pas aujourd'hui d'éléments de synthèse interdossier qui existent. Ça fait partie des sujets qui sont dans la roadmap. Maintenant, une autre question par rapport à la vision groupe et la consolidation des comptes. Est-ce qu'il faut neutraliser tous ces mouvements intercompagnies? Est-ce qu'il y a un export qui regroupe tous les mouvements entre les sociétés? Alors, d'un point de vue consolidation, normalement, effectivement, en tout cas dans la partie, on va dire, flux métier, ça nécessite d'annuler, neutraliser tous ces mouvements internes. Côté produit, on n'a pas d'éléments qui le réalisent aujourd'hui en direct. On n'a pas encore de module de consolidation. Et côté export, alors on peut faire des exports, notamment par exemple, l'interrogation comptable, qui vous permettrait de ressortir les éléments, et notamment via ce fameux indicateur qui va être une aide à l'identification de ces mouvements, mais qui ne va pas générer justement la neutralisation de ces mouvements. Et enfin, j'en avais une autre, mais c'était plus au moment où en fait il y avait eu les lettrages. Si tu avais fait plusieurs fois avec un même montant, comment il fait pour lettrer les bons Alors, c'est les bonnes lignes? C'est les pièces qui vont être extrêmement importantes. C'est-à-dire que quand je vais procéder au décaissement de mes factures, admettons que j'en ai une dizaine, je vais en sélectionner, je ne sais pas, 5 au hasard. Sur ces 5 pièces, je vais avoir les numéros de pièces, et notamment les numéros de pièces miroirs, c'est-à-dire sur la filiale qui va être réceptrice. Et quand je vais générer la transaction et donc l'écriture, il va me constituer dans les échéances, donc dans les CP pour parler un peu technique, le détail justement des factures avec les numéros de pièces concernés, et donc procéder au lettrage par rapport justement à cette liaison-là. Donc la notion de pièce, de numéro de pièce, elle est vraiment très importante parce que c'est vraiment cet élément-là qui va lui permettre de dire quelles factures ont été mises en paiement et quelles autres ne le sont pas. Et justement, sur quelle facture, par exemple, on a fait un règlement partiel. Voilà, on l'a vu précédemment, quand on a fait le paiement des 1500 sur les 1800, on a vu qu'il a gardé les 300 euros d'écart entre les deux dossiers, et non pas qu'il a pris, par exemple, les 1500 euros sur l'autre facture que j'avais sélectionnée, auquel cas j'aurais eu un reste à payer qui aurait été plus important parce qu'on était, je crois, à 2100 au lieu de 1800, par exemple. Et enfin, la question qui est toute en... Ah non, il y en a encore plein d'autres qui arrivent. Vous pouvez expliquer les différents types de flux, enfin, refaire un récap sur les différents types de flux. C'est-à-dire les types de flux dans le paramétrage, on parle, ou les flux Thierry, vous pouvez préciser en fait la question parce que voilà. Et ensuite, Salma qui demande. Ah ouais, donc ça c'est annexe. Comment vous avez pu ouvrir les zooms F7 sur Divalto One, écriture, numéro? Alors il y a plein de trucs qu'il a fait où on n'explique plus, mais je ne sais pas si vous avez vu, certains moments, il basculait d'une fenêtre à l'autre en utilisant le fil d'Ariane. Et c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas dans Divalto One, le client riche, vous auriez eu plein de fenêtres superposées, vous auriez dû fermer la fenêtre pour revenir sur la fenêtre précédente. Or,
vous l'avez peut-être pas vu, mais à un certain moment, et notamment quand il était dans le programme où il voyait comment dire, la partie initiale et la partie générée automatiquement. Très rapidement, il a pu basculer de l'un à l'autre, mais c'est justement une des nouveautés de l'UX d'Ivalto One qui permet, via le fil d'Ariane qui est tout en haut, de directement rebasculer rapidement. Et là, peut-être tu peux répondre donc à Salma là, sur effectivement, ça m'intéresse de répondre, alors surtout particulièrement sur la partie écriture par numéro, parce qu'en fait, ici, alors je me reconnecte. Ici, j'ai simplement accédé à un programme qui est en accès direct. C'était effectivement jusqu'à, je crois, la version 19, un Zoom qui était accessible que par le F7. Et on l'a intégré dans l'architecture, dans l'arborescence directe de Divalto. En l'occurrence, donc là, j'ai envie de dire, on sort du cadre One, même sur un accès WPF ou type HTML5. Vous retrouvez en fait le zoom des écritures de manière globale dans les interrogations du module comptabilité. Donc, comptabilité interrogation, vous avez ce qu'on a rajouté, donc c'est la liste des écritures. Et donc cette liste des écritures, c'est en fait le zoom des écritures tel qu'on y avait accès par le F7 à l'époque, sauf qu'on l'a ouvert à l'ensemble des filtres. Donc là, finalement, vous avez le zoom des écritures, vous pouvez faire journal, par compte, par date, voilà. On l'a vraiment mis en accès direct avec une ouverture pour que vous puissiez derrière le gérer de manière plus globale. Sinon, de tous les zooms sur lesquels vous aviez accès au F7, vous pouvez les retrouver ici par l'arborescence, par la recherche qui se trouve en haut. Par exemple, si je cherche les ventilations TVA. Voilà. Donc le zoom des ventilations de TVA, ça peut être le zoom des ventilations analytiques, ça peut être le zoom des ventilations d'échéance. Vous le retrouvez également en recherchant par la petite, le champ qui se trouve en haut à droite. Voilà. Donc là, on se retrouve vraiment sur le zoom des ventilations, qui est accessible en tout cas dans WPF par le F7, effectivement. J'ai une reprécision là, pour la question du tableau. J'essaie de revenir à la question. Puisqu'on parlait d'une espèce de tableau ou une édition, est-ce qu'une édition de réciprocité qu'on aurait? Alors, de réciprocité, non. Aujourd'hui, la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité, des impressions interrogations sont monodossiers dans le système. Et on a effectivement un sujet qui fait partie de notre top list dans la roadmap de pouvoir mettre en place les éditions et interrogations compte à règlement sans groupe, donc multi-dossier. Donc, en l'état actuel des choses, non, mais c'est quelque chose qui est prévu et qu'on va adresser dans une version future. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, mais est-ce que ce qu'on avait pu présenter il y a quelque temps sur les éditions MyReport, le BI, les choses comme ça, peuvent aider dans ces cas-là ou non, je suis complètement à côté de la plaque? On n'irait pas dans ce niveau de détail, puisqu'on n'aurait pas toutes les lignes. Effectivement, aujourd'hui, alors des éléments de MyReport dont j'ai connaissance, on est sur des choses qui sont plutôt macro. On n'est pas vraiment dans le détail des écritures. Maintenant, je pense que ça serait faisable sans trop de soucis, parce qu'à partir du moment où on a les indicateurs sur les écritures, c'est juste un flag, donc un filtre. Avec un filtre, je pense qu'on pourrait. Là, c'est surtout MyReport qui pourra le confirmer, mais je pense que c'est pas quelque chose de. C'est peut-être quelque chose à creuser dans les éléments de BI, puisque justement, eux, ils arrivaient à être multi-dossiers, multi-établissements et à avoir des vues comme ça un peu consolidées. Mais normalement, c'est pour prendre un peu plus de hauteur et faire à la fois des tableaux de bord et de l'analyse. Alors, j'espère que je ne vais pas louper toutes les questions. De toute façon, on n'arrive pas très loin de la fin du webinaire. L'annulation d'une transaction est-elle également réciproque? Alors, non, l'annulation d'une transaction n'est pas réciproque. Alors, ça a été je le dis en toute transparence, ça a été un vrai sujet de débat. Ça n'a pas été jugé effectivement opportun parce que on s'est rapproché de clients pour trancher sur la question. Et ils nous ont quasiment dit pour la totalité que en fait, ça risquerait de créer entre guillemets des tensions internes. C'est-à-dire que si j'ai effectivement deux comptables, un qui va être dans la société 998, un qui est dans la société 996,
et que l'un des deux décide d'annuler la transaction de ce côté parce qu'il estime que voilà, il y a eu une erreur, qu'il voulait appliquer un escompte, que je ne sais quoi, le fait de générer automatiquement l'annulation chez son copain d'en face, sans que forcément ils soient informés, parce que parfois la communication n'est pas toujours très claire, ça pouvait entraîner derrière une incompréhension chez donc le comptable de l'autre côté qui, du jour au lendemain, observait une écriture qui avait disparu sans forcément qu'il soit informé. Voilà, donc on est parti du principe qu'à partir du moment où une transaction était annulée d'un côté, on attendait que là, le responsable de l'annulation informe son collègue dans la filiale concernée pour que lui, du coup, ait déjà l'information et qu'ensuite, il procède à l'annulation ou alors qu'il s'explique, entre guillemets, pour s'entendre sur l'objet de la problématique. Alors, entre-temps, j'ai Claire, le sujet vous passionne, j'ai Claire qui répond j'ai justement MyReport et en effet, je m'en sers pour la neutralisation des intercos. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on discutait d'avoir une espèce de club utilisateur, là, Benjamin, tu me disais que tu échanges avec beaucoup de partenaires et quelques clients, on va dire témoins, qui sont ton club utilisateur que tu interroges souvent quand on démarre des projets. Là, ça serait peut-être même intéressant de les faire discuter entre eux pour que lorsqu'ils utilisent des outils tiers, ils se refilent des astuces. Et j'ai une précision sur la question de Thierry quand il demandait de détailler les flux, c'était les flux dans le paramétrage. Le paramétrage. Alors, effectivement, alors il n'y a pas beaucoup finalement de flux possibles, hein, intercompagnie, si je reprends ici, parce que grosso modo, en tout cas sur la partie finance, il y a juste le flux règlement. D'ailleurs, le flux règlement qui est en termes de type de flux. Après, on va avoir ici les flux paramétrés en fonction justement des liens internes. C'est-à-dire que si je m'arrête là, ce que j'ai paramétré là sur mon dossier, c'est un flux où je dis que quand je fais un décaissement sur le dossier 998, ça va générer un encaissement sur le dossier 996. Par contre, comme je n'ai rien paramétré de plus, si jamais je vais dans mon dossier 996 et que je génère un décaissement, c'est-à-dire je fais le sens inverse, eh bien en l'état, il ne me fera rien. Parce que justement, dans mon paramétrage des flux, je ne vais pas paramétrer le fait que je vais avoir un règlement d'origine, donc un décaissement qui partirait de 996 pour générer un encaissement sur 998. Aujourd'hui, je n'ai paramétré mon système que dans un sens. C'est-à-dire que c'est 998 qui fait un décaissement à 996. Ça, le système va le gérer. Par contre, le sens inverse, comme je ne lui ai pas indiqué, il ne le gérera pas. Donc, on va ici identifier l'ensemble des flux de trésorerie interne qui existent au sein du groupe et on va pouvoir dire si effectivement je fais un décaissement dans une filiale pour générer un encaissement de l'autre. Si jamais ça n'existe pas, ça permet aussi d'empêcher, si j'ose dire, une erreur. Si jamais je suis comptable et je gère plusieurs filiales et qu'à un moment donné, je me mélange les pinceaux et que je pars du mauvais dossier, ça permet d'empêcher derrière la génération automatique et d'avoir à procéder à l'annulation. Donc, le paramétrage des flux, il se constitue de la façon suivante, c'est-à-dire que sur la partie finance, ça reste un flux de règlement, donc on n'a que ce type-là qui est existant. Et après, c'est dans les échanges donc, entre qui décaisse pour générer ensuite l'encaissement de l'autre côté que je vais pouvoir multiplier finalement la règle. Donc, si jamais je voulais, comme je le disais précédemment, avoir le sens inverse, c'est-à-dire mettre en place un système où 996 va faire le décaissement pour générer l'encaissement dans 998, il faudrait que je duplique cette règle-là et que j'inverse en fait les paramétrages. Voilà. Et puis, concernant donc, les autres types de flux, notamment gestion commerciale, je peux peut-être demander, si vraiment le sujet vous intéresse, envoyez-moi un mail. Je demanderai dans ce cas-là à l'autre PM, donc Patrick, sur la partie gestion commerciale, de parler lui aussi d'intercompagnie, mais vu pour le coup sur la partie GESCO. Je n'ai pas d'autres questions là pour l'instant. Est-ce que tu avais encore des choses à montrer en démo? Alors en démo, non. Donc on en arrive tout doucement vers la conclusion de ce webinaire, pour revenir dans les slides. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça c'est fait, les indicateurs, donc on les a vus. Alors il y a effectivement des filtres, je n'ai pas précisé sur l'interro comptable.
mais vous avez un filtre dédié qui vous permet vraiment d'identifier spécifiquement l'ensemble de ces flux. On finit effectivement avec un petit récap sur les bénéfices. Donc, les bénéfices, je les rapproche du besoin, finalement, que j'ai évoqué en introduction. Il y a le côté automatique qui permet d'éviter la ressaisie et le risque d'erreur, parce que forcément, ressaisie, risque d'erreur. On a la maîtrise grâce à ce programme des traces intercompagnies qui permettent de vérifier justement entre le dossier d'origine, le destinataire, que tout s'est bien passé et notamment l'accès aux transactions. Et bien sûr, on a la facilitation, puisque on a cet accès qui est simple et rapide sur les différentes opérations intersociétés. Donc, il me reste à vous rappeler nos prochains rendez-vous. Donc, normalement, là, j'ai remis à jour. Donc, les prochains mercredis produits avec les PM métiers. Donc, on en avait fait déjà un premier avec Mathieu, qui parlait de CRM et premier contact jusqu'à la signature prospect. Ça, c'est déjà disponible sur notre YouTube pour retrouver tout ça. Et vous avez aussi accès au replay depuis l'application mobile MyDivalto. Non, alors attends, ça s'appelle comment ça? Si, c'est MyDivalto, l'application mobile. Et donc, vous avez le replay dedans. Je juste reviens sur le slide précédent. Donc, les articles indicés également, on a dû présenter ça avec Grégory. C'est aussi disponible sur YouTube. On vient de voir donc finance intersociété dans le cadre finance aujourd'hui avec Benjamin. On verra le 26 novembre un sujet qui concerne la partie service terrain, donc pour tous ceux qui ont des techniciens, et on parlera de devis travaux et d'ouvrages. Là, ça sera avec Odile. Et enfin, pour finir cette session du second semestre, on parlera contre-marque avec Patrick également. Donc là, si vous voulez lui poser des questions sur l'intercompagnie, à ce moment-là, vous pourrez lui poser directement. Non, alors je crois que les invitations, alors les 26 novembre et 3 décembre, elles sont pas parties, les invitations. Néanmoins, pour vous inscrire, là, il y a une URL là, sur le portail et vous y avez accès aussi sur le portail MyDivalto pour les inscriptions. Je me demande même si sur l'application mobile, vous n'avez pas les inscriptions, puisqu'on avait envoyé en tout début septembre ce planning que vous avez sous les yeux avec tous les liens d'inscription. Auquel cas, si vous avez un souci pour obtenir les liens, vous pouvez toujours passer par nos Success Managers qui vous redonneront donc la partie relation client. Donc, tout simplement en passant par un formulaire sur notre site web, divalto.com, vous pouvez aller redemander en fait tous ces liens pour vous inscrire au webinaire. Voilà. Le YouTube, ça c'est assez simple, c'est vous cherchez le mot Divalto sur YouTube. Je n'ai pas de nouvelles questions te concernant, donc on arrive pile poil à midi à la fin de ce webinaire. Mais je vois qu'il y a eu énormément de questions. Donc mon dernier conseil, c'est si vous voulez avoir plus d'informations, éventuellement tester cette partie-là de façon un peu maîtrisée, contactez votre partenaire intégrateur qui vous suit habituellement pour lui poser les questions, ça sera toujours plus simple. Et puis, lui connaîtra le contexte de votre projet, notamment si vous avez des personnalisations, est-ce que c'est bien compatible avec ce qui a été mis en place. C'est vraiment lui qui pourra vous conseiller. Et comme toujours, nos mercredis produits sont là pour vous montrer ce qu'on présente, nous, en fonctionnalité standard. Avec de la personnalisation, vous pouvez aller un peu plus loin et répondre éventuellement à des problématiques qui sont propres à votre organisation. Il me reste à remercier aussi Benjamin pour cette belle présentation, cette démo. Comme vous l'avez vu avec Divalto One, maintenant on fait toujours les démonstrations et puis on oublie un petit peu qu'on est dans la nouvelle ergonomie parce qu'on l'utilise tous les jours. Sans doute que je pourrais refaire un webinaire sur tout ce qui a pu changer ces derniers temps dans Divalto One et qui facilite en fait l'usage. C'est peut-être une bonne idée. Donc là aussi, si vous avez des idées de sujets pour la finance ou pour d'autres modules fonctionnels de l'ERP ou l'ergonomie, il va y avoir à la fin de cette session un formulaire qui va s'ouvrir
Et vous pourrez donner une note au webinaire, mais je crois aussi que vous avez une zone commentaire, donc n'hésitez pas à y déposer en fait des suggestions. Petit mot de la fin pour toi, Benjamin. Je ne sais pas si. Alors, petit mot de la fin, parce que en plus, j'ai oublié de le préciser. Je donne un peu de hype, on va dire, pour la version qui sortira fin d'année sur 2025. La notion de groupe, c'est quelque chose qu'on a pris très au sérieux. Et donc, dans cette version Distress qui sortira fin d'année, on aura notamment des évolutions par rapport à la trésorerie. Et donc, effectivement, on aura des choses à montrer quant à la notion de groupe. Très bien. Merci à tous. Bon appétit. À très bientôt. Merci à tous. Bon appétit.